Moi, j'avais envie juste de lancer un peu le débat sur la notion de couleur de peau. Parce que on fait des grands progrès actuellement sur ce thème, grâce à la génétique notamment. Et ce qu'on commence à comprendre, et je le dis et le répète parce que faut quand même que ça soit su et que ça circule, parce que voilà, la peau est en fonction de l'ensoleillement. Et donc on a cette chose qu'on appelle la mélanine qui va colorer la peau, qui va nous permettre de supporter l'ensoleillement. Quand on en a plus, ça fait comme chez moi, vous voyez, ça fait une maladie qu'on appelle le vitiligo, c'est pas contagieux, mais on n'a plus de couleurs qui se forment, et si on va au soleil, on brûle. C'est pas bon. Et donc la peau, elle est capable de réagir à des ensoleillements très forts autour de l'équateur, beaucoup moins forts au pôle. Et évidemment, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts, c'est-à-dire qu'un un habitant du Cameroun qui va arriver à Bruxelles, quand il va franchir le portillon de l'aéroport, il ne va pas devenir blanc. Ça, c'est pas possible. Il faut quelques centaines de milliers d'années. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas à l'échelle d'une vie, et que ça se fait très très progressivement. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les climats. Si aujourd'hui il fait très chaud, je vois passer une girafe dans mon jardin, et que demain il fait très froid, je ne verrai pas passer un mammouth laineux. Ils ne vont pas changer de costume aussi rapidement. Les gens, c'est pareil. Et la couleur de peau, c'est uniquement ça. Et on focalise énormément là-dessus parce qu'on est victime des apparences. Mais le génome à l'intérieur, c'est le même. Et on est tous de la même famille sur Terre. Et il faudrait vraiment arrêter avec ces fariboles de races qui ont permis au 19e siècle les pires exactions sur les peuples dits primitifs, avec jusqu'en 1931, je vous le rappelle, des zoos humains où on mettait dans des cages des tribus qu'on avait été capturées au lasso, comme ça, en Nouvelle-Calédonie, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de l'Indonésie, et puis on leur demandait tous les jours de reproduire leur rituel, puisque ça n'avait aucun sens pour nous, et puis que ils étaient là pour ça, hein, et puis jusqu'à ce qu'ils meurent de rhume, de choléra, de faim, de froid ou de désespoir. C'était quand même jusqu'en 1931 en France, hein. Donc si on pouvait sortir de ça, ce serait bien. Voilà. Et ce serait bien de le faire vite, avant de continuer à humilier, à faire souffrir et à faire tellement de mal pour rien. Nous, les blancs, les roses, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas tellement blancs en fait, hein. On est roses. Les roses. On est roses. Référence à Lucky Luke. Voilà. Mais on peut essayer de répondre à ta question là. Oui. Ah oui, j'aimerais. Parce que récemment à Bordeaux, on a invité un jeune collègue qui fait des recherches sur l'ADN ancien que nous livrent les restes humains fossiles depuis maintenant 20 ans. Et c'est un nouveau champ disciplinaire, c'est quelque chose d'assez fantastique qui va nous apporter énormément d'informations, on en parlera sûrement, qui bouleverse beaucoup des fondements qui étaient les miens, qu'on m'a appris. Vous avez vu, il y avait des représentations faites par Elisabeth Deynès, des Néandertaliens, etc. Et en fonction de ses travaux, je lui ai posé une question, et il a un petit peu démoli ce qu'on croyait jusqu'à présent, où on disait les Néandertaliens, population humaine fossile ayant vécu et étant née en Europe, obligatoirement dans cet environnement qui n'est pas un environnement équatorial, ils devaient avoir la peau claire. Et d'ailleurs, on vous a beaucoup parlé des Néandertaliens rouges, yeux clairs, etc. Eh bien, actuellement, on s'est aperçu que le travail qui avait permis de proposer ça était erroné, et qu'il est beaucoup plus probable de penser que ces populations humaines qui vivaient à cette période-là, sur ces territoires-là, devaient avoir une peau de couleur cuivrée, et donc plutôt sombre, comme on les connaît actuellement chez les populations inuites sibériennes, avec des cheveux plutôt noirs et des yeux plutôt noirs aussi. Et il y aurait même des travaux que je n'ai pas lus, donc j'utilise le conditionnel, qui montre par exemple que la mutation qui fait que nous ayons des yeux clairs est apparue assez récemment dans notre histoire évolutive. Donc il faut aussi se garder de toute conclusion hâtive, parce que malheureusement la science est un processus cumulatif où effectivement on apprend des travaux de nos prédécesseurs. Et finalement, l'amélioration des techniques de la bioinformatique et de notre capacité que nous avons maintenant
à traiter des milliards d'informations très vite. Je dis maintenant parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas ces capacités-là. Nous permettent de remettre en cause énormément de choses. Alors je peux vous parler de plein de choses voilà, qui changent beaucoup et qui me dérangent pas mal. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à faire un premier changement dans ma réflexion, et vous en avez beaucoup entendu parler avec les petits fils. Une fois, je suis allé à un colloque à Strasbourg, c'était l'année dernière, avec des philosophes, des littéraires, qui m'avaient invité pour une raison quelconque. Et il y avait tout un ensemble de personnes qui parlaient, qui développaient des réflexions sur la place des femmes, la façon dont les femmes étaient représentées, oubliées dans l'histoire, etc. Et moi, je suis parti sur l'idée de faire une conférence qui était, non pas l'origine de l'homme, comme on en a entendu parler des tas de fois, mais l'origine des humains. Déjà, je vire le mot homme. Ma réflexion, c'est pas facile. Parce que dans des conférences en public, je reprends souvent origine de l'homme. Après, je me reprends, je dis non, des humains. Et ma présentation que j'ai faite, c'était une présentation que j'ai fait exprès de dire, mais on a tort de parler de l'origine des humains ou de l'humain. Il faut parler des origines des humains parce qu'il y a eu plusieurs formes d'humanité et d'humain sur la Terre au cours de notre histoire. Exactement. Et ça, c'est une façon de penser qui est assez, révolutionnaire. Le jour où elle passera dans le savoir commun de tout un chacun qui a la chance d'accéder à cette information. Et je me tais parce que sinon... Et en même temps, homme avec un grand H désigne en principe homme et femme. Donc... Oui, mais ça va pas, cette mais histoire. Mais ça va pas. Alors là, you're talking to me. I am. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant de voir combien on a encore énormément de progrès à faire à ce niveau-là. C'est pas faux. Tarda Globe.